Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 8 août, donc en plein milieu de l'été, avec beaucoup de gens qui souffrent de la chaleur aujourd'hui, avec des catastrophes naturelles qui sont étourdissantes de gravité. Et c'est vrai qu'on est tous et toutes très, très émus de tout ce qui se passe, mais on va se préparer une petite parenthèse, on va s'accorder une petite parenthèse d'espérance, de réflexion, de bienveillance, grâce à Catherine qui arrive. Alors, je sais, tu nous diras d'où tu es, puisque nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous connaître en vrai, mais nous avons beaucoup interagi à travers notamment Adaptation Radicale, qui est le premier groupe qui nous a fait nous rencontrer. C'était moi, j'ai pris un petit peu mes distances, mais vraiment une période très, très intéressante. J'ai rencontré des gens formidables. Donc, l'idée, c'est d'accompagner, en fait, la découverte des thèmes de l'effondrement, d'écouter les émotions qui y sont associées, et puis de s'adapter, justement, tous ensemble, collectivement. Puis ensuite, voilà, on a fait une petite virée intellectuelle et émotionnelle à l'archipel du vivant, qui est voilà, plus dans le maintien de la biodiversité contre l'anthropocentrisme, justement, le fait d'être l'humain plus fort que tout, déconnecté du vivant qui nous entoure. Et donc, Catherine, voilà, nous avons, je pense, on peut le dire, vraiment sympathisé. Et du coup, j'ai eu la chance de te rencontrer. Et nous sommes aujourd'hui, toutes les deux ici, et peut-être d'autres personnes nous écouteront, on l'espère, pour parler d'un livre. Alors, un livre, je vous dis, alors on peut dire, un livre, ça veut tout et rien dire, mais en fait, c'est une expérience. J'ai vécu une expérience en lisant ce livre, et donc je suis vraiment infiniment reconnaissante que tu puisses venir en parler avec moi. Donc, je le montre à l'écran. Alors, je ne sais pas s'il va, il va se voir. Donc, c'est La Révolution Être. Donc, c'est aux collections Futurs Désirables. Je vous conseille vraiment toutes et tous de vous l'offrir, de l'offrir à celles et ceux que vous aimez, ou en tout cas avec qui vous avez envie de partager quelque chose d'essentiel. C'est une vision du monde, de la vie, du futur. On aurait aimé on aurait aimé qu'il y ait certaines choses qui se réalisent. Mais si tu veux bien, Catherine, si tu veux bien te présenter un petit peu ton parcours, qui tu es, voilà, nous dire un petit peu, je te laisse la parole. Ouais, merci Nadège. En tout cas, d'abord, j'ai envie de te remercier de cette proposition-là que tu me fais de pouvoir parler de mon livre. Et puis, je suis surtout heureuse de le faire dans ce cadre bienveillant avec toi et d'être accompagnée par ton sourire et ta chaleur. Même si dehors, on a déjà très chaud, mais en tout cas, la chaleur intérieure, elle est là aussi pour réchauffer les corps, les cœurs, les âmes, les esprits. Voilà. Donc, voilà, vraiment merci. Voilà. Je redirai plusieurs fois, mais c'est important pour moi de dire et de commencer par là. Voilà, alors au niveau de mon parcours, qui je suis, d'où je parle. Alors j'ai un parcours un peu atypique en fait, parce que j'ai commencé comme commercial. Mon premier travail, c'était commercial. Et en fait, je me suis rapidement sentie complètement en décalage dans ce milieu qui était vraiment dans la compétition. J'étais dans la bureautique et ça ne correspondait pas du tout à mon énergie, mais ça correspondait aux études que j'avais faites. Donc, je me suis réorientée parce que moi, ce qui était important, c'était de me mettre au service de l'humain. Donc, je me suis réorientée dans le sanitaire et social. J'ai d'abord été éducatrice, enfin, fait la formation d'éducatrice au ministère de la Justice. Et puis après, j'ai été chargée d'insertion socio-professionnelle. Et puis là aussi, au bout de 5 années à peu près, je me suis à nouveau sentie en décalage parce que finalement, j'avais l'impression d'être un pansement sur la société, donc de répondre plus à une commande institutionnelle que d'être au service des personnes que j'accompagnais, même s'il y avait des super rencontres. Voilà, c'était pas, j'avais pas l'impression d'être dans l'énergie que j'avais envie de mettre, donc j'ai tout arrêté. Et c'est là où j'ai fait mon premier saut dans le vide, puisque je suis partie vivre dans les Cévennes et j'ai quitté la région parisienne dans laquelle j'avais grandi. J'avais donc 32 ans quand j'ai fait ce passage en l'an 2000. Donc j'ai souvent dit que c'était mon bug de l'an 2000. Voilà. Et là, j'ai d'abord créé un centre de formation, ça n'a pas démarré. Puis finalement, qu'est-ce que je peux faire? J'avais une grande maison que j'avais achetée pour faire le centre de formation. Et puis, j'ai géré des chambres d'hôtes. Donc, j'ai fait de l'accueil touristique.
Et puis là aussi, au bout de 11 ans, il y avait quelque chose qui collait plus avec mon alignement intérieur, la façon dont je voulais accueillir les gens. Voilà, c'était les cyclistes, les randonneurs, donc en lien avec la nature, puisqu'on est au pied du mont Aigoual, donc c'est un cadre de vie magnifique, mais bon, ça collait plus. Mais par contre, c'était plus difficile de quitter parce que comment dire qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait quand on est dans un cadre de vie superbe, qu'on accompagne des gens au niveau des touristes qui nous disent « Ah, ben, vous êtes toujours en vacances ». Mais non, je ne me sentais pas toujours en vacances, moi, voilà. Donc, c'était difficile de faire le passage et d'expliquer aux gens que j'étais plus tellement satisfaite. Et puis, ben, c'est mon corps qui a parlé, puisqu'en fait, je me suis cassé le pied. Voilà. Donc, mon corps m'a beaucoup aidée. Et puis, derrière la fracture du pied, j'ai fait une complication qui a duré 2 ans et demi. Donc, ça m'a bien imposé le fait d'arrêter. Mais la difficulté, c'était, j'étais un peu perdue quand même. Qu'est-ce que je pouvais faire? Quelle direction prendre? Je n'avais pas envie de refaire ce que j'avais fait avant. Voilà, donc je me suis accordé une année sabbatique qui s'est prolongée en 2 ans en fait, pendant lesquelles j'étais là, moi je suis à Argas dans le Gard, et en fait j'avais acheté un petit studio dans l'Aveyron, dans la ville de Millau, là où il y a le viaduc. Et là, je me suis inscrite à plein d'ateliers, peinture, sculpture, tir à l'arc, yoga du rire. Enfin, j'ai développé en fait mon côté artistique. Je me suis dit, allez, après 11 ans de bons et loyaux services, tu vas prendre du temps pour toi. Et au final, au bout de 2 ans, parce qu'au bout d'une année, je n'ai pas réussi à redémarrer les chambres d'hôtes, je sentais que ce n'était pas ça. J'ai dit comment je peux conjuguer en fait le côté artistique que j'étais en train de développer, et puis l'accompagnement des personnes. Puis je suis allée voir un énergéticien qui en une séance m'a soigné mon pied. Donc là, ça aussi, ça m'a interpellée. Je dis comment il a fait? Et lui, il m'a dit, mais je forme les gens à ma méthode. Donc du coup, je me suis inscrite la même année 2 formations art-thérapeute, donc que j'ai suivi à Paris. Donc je faisais les allers-retours à l'hôpital Sainte-Anne, et puis une formation d'énergéticienne en même temps. Voilà, donc ça a été assez dense. Et puis, c'est là où j'ai mis le doigt dans un engrenage, j'ai envie de dire, parce que j'ai été prise un peu d'une furie de formation, parce que pour moi, accompagner la personne, il fallait tout savoir faire. Donc, en 7 ans, je me suis formée à la sophrologie, en plus à des massages. Je suis devenue praticienne en focusing de la relation intérieure. Donc là, par contre, c'est une formation qui a duré 6 ans. Psychogénéalogie, réflexologie plantaire, enfin voilà. Donc, j'ai petit à petit augmenté mes compétences à accompagner la personne, mais vraiment dans chaque facette et difficultés qu'elle pouvait rencontrer. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, j'avais toujours ma maison à Rigas. Donc, enfin, une semaine, j'étais à Millau, j'avais ouvert mon cabinet. Et puis une semaine à Rigas. Donc, j'étais comme les marins là qui faisaient leur pactage toutes les semaines. J'avais la machine à laver à Rigas, donc mes affaires sales. Et puis mon compagnon, lui, qui avait continué un peu l'activité quand même de gîte pour voilà, mais donc on ne se voyait pas toutes les semaines. Voilà. Et voilà. Et donc mon activité démarrait. Je continue à explorer mon côté artistique en m'inscrivant dans du clown. Voilà, donc j'ai fait un spectacle que j'avais commencé à jouer. Voilà, donc tout ça, en fait, de fil en aiguille, m'a amené dans cet accompagnement des personnes, et puis aussi dans quelque chose de dynamique où je continuais à créer des choses pour exprimer, on va dire, ma façon de voir les choses et pouvoir porter les autres vers un regard un peu différent. Et puis, boum, patatras, en 2020, crise du Covid, le confinement, les mesures que je considérais comme improductives et totalement contraires en fait à ce qui peut faire la santé de l'humain. Donc, et puis avec toutes les conséquences que ça a eu sur mon activité, l'arrêt de mon spectacle, le fait que je ne pouvais pas travailler puisque j'avais plus le droit de toucher les gens. Donc, pour masser les gens sans les toucher, c'était un peu compliqué. Voilà, donc pas possibilité d'exercer le métier que j'aimais faire, et ce métier de contact. Et puis voilà, et je me suis sentie là à un moment donné dans une grande colère et dans une grande révolte intérieure. Mais en même temps, le cadeau, en fait, c'est que ça m'a aussi permis de développer une autre forme de créativité, puisque du coup, comme on pouvait faire que par Internet, j'ai développé des parcours d'accompagnement des peurs, notamment
pour accompagner les personnes à distance dans ce qui se vivait. Et puis, j'ai surtout ressenti dans cet enfermement, on va dire, le besoin de ne plus être seule. Parce qu'en fait, c'est vrai que ça faisait une quinzaine d'années que je vivais, je partageais beaucoup avec mon compagnon, j'avais les personnes que j'accompagnais, mais en fait, je travaillais seule. Et je me suis dit, là, il faut vraiment que je me relie à d'autres qui œuvrent comme moi. Voilà, vraiment cet appel. Et c'est à ce moment-là où, quand on appelle fort intérieurement, hein, je me rends compte, ben, ça vient. Et il y a eu le MOOC des colibris, en fait, que les colibris organisaient ce MOOC de la transition intérieure, hein, sur lequel je me suis inscrite. Et ben, c'est là que ça a commencé à faire les premiers pas. Donc, c'est là où j'ai rencontré Adaptation Radicale et que voilà, que j'ai rejoint Adaptation Radicale grâce à une conférence qui était justement sur l'éco-anxiété avec Charline Schmerberg, et c'était toi, je crois d'ailleurs, qui... Non, moi, j'étais petite main à l'époque. J'étais petite main. Bon, enfin bon, tu étais déjà présente, voilà. Donc, il y a eu ça, cette rencontre avec donc, le travail qui relie, aussi avec Solaris, le mouvement Solaris. Donc, plusieurs collectifs qui étaient vraiment dans cette énergie de co-construction. Et voilà, c'est là où ça m'a permis de commencer à rencontrer des personnes magnifiques comme toi, comme Thierry, et de me relier à des gens qui sont vraiment dans cet élan de retisser du lien au vivant, c'est-à-dire c'est plus juste l'humain, l'homme au centre de tout, mais c'est l'humain dans un ensemble qui avait envie qui a envie, en fait, c'est pas avait, puisqu'on est en plein dedans, qui avait en tout cas envie de repenser notre société et comment faire face aux effondrements en cours, effondrements à tous les niveaux, hein, biodiversité, du système financier, économique, voilà. Et là, ça m'a fait aussi ouvert quelque chose en fait, que je pressentais dans mon corps, mais sur lesquels j'étais incapable de mettre le moindre mot. Et en fait, ces rencontres, surtout au départ avec Adaptation Radicale, m'a vraiment permis de mettre en mots des choses qui étaient un peu dans mon inconscient, mais qui n'étaient pas aussi flagrantes pour moi, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est de fil en aiguille comment je suis arrivée ici. J'espère ne pas avoir été trop longue. Ah non, non, de toute façon, nous sommes ensemble, simplement, avec les mots qui viennent, le temps et ne compte pas. Ça n'a pas d'importance, on ne répond pas à une commande, on fait comme le cœur nous le dicte, et c'est bien. Donc les mots ne sont jamais trop importants et la réponse n'est jamais trop longue. Voilà, ça va. Du coup, si on reprend un petit peu, on a une personne qui est formée au commercial, qui est un petit peu l'antipode de ce que tu recherches maintenant, une formation donc un peu inadéquate. Aujourd'hui, peut-être qu'elle te sert quand même, voilà, qui doit servir des choses, il y a des choses qui doivent te servir, mais une recherche de sens, hein, c'est quelque chose qu'on entend un petit peu de partout, et parce que c'est vraiment présent. On voit des jeunes qui sortent de grandes écoles, qui décident de tout plaquer en disant non, je ne participerai pas à ce pourquoi j'ai été formée. Par contre, j'utiliserai ça pour faire autre chose autrement. Donc, cette reconnexion à soi, c'est aussi une reconnexion au monde, hein, un monde qu'on avait quelque part, on était un petit peu parti de ce monde, on en avait créé un que pour l'homme, même s'il était en orbite, et on voit d'ailleurs qu'il est tellement décorrélé de tout ce qui se passe, on ne sait même plus ce qu'on mange, on ne sait pas d'où ça vient, on sait pas, on n'arrive plus à penser, on est dans une ère de robots, mais nous-mêmes, nous sommes, et moi la première, hein, j'utilise des appareils que je ne serais incapable de réparer. Nous sommes déconnectés, voilà. Et donc, du coup, ce livre que tu as écrit, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la façon dont, parce que c'est très particulier, la façon dont tu as écrit ce livre. C'est aussi une aventure. En dehors du travail d'écriture, il y a un moment pour toi d'écriture qui est vraiment très intéressant. Et du coup, je voudrais, si tu pouvais m'indiquer pour toi, par exemple, quelles sont les valeurs essentielles à cette reconnexion, cette reconnexion collective, quelles sont ces valeurs qui pour toi sont nécessaires? Alors, les premières, hein, c'est vraiment les valeurs du cœur et de l'écoute. C'est-à-dire que
si on n'est pas, voilà, je pense qu'on a créé une société qui est énormément dans la planification, le mental, la logique, c'est-à-dire c'est comme si on faisait appel qu'à une partie de notre être, hein, c'est celui qui calcule, qui a besoin en fait de sécurité, hein, et qui du coup a envie de tout contrôler. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important vraiment de redescendre de cet espace-là, qui est nécessaire, hein, parce que sans lui, on ne ferait pas grand-chose, mais de redescendre juste d'un étage, celui du cœur. Et si on arrive à descendre à cet endroit-là, c'est celui qui, en fait, qui crée une ouverture. D'ailleurs, dans les chakras, hein, c'est celui qui est au centre, hein, qui relie la terre et le ciel. Oui. Et donc, ce travail d'ouverture du cœur, d'écoute, là, pour moi, c'est vraiment la valeur essentielle, parce qu'en fait, on a tous un cœur. On a tous un cœur, donc même si on n'est pas d'accord sur tout, on a au moins cette valeur commune qui est d'avoir un cœur. Bon, aussi un cerveau, mais tous les cerveaux ne fonctionnent pas pareil. Moi, par exemple, Einstein et moi, mais on a un cœur tous les deux. Et puis l'écoute de ça, parce qu'en fait, c'est vrai on est aussi, je pense aujourd'hui, coupé de ça, parce que dans cet espace rationnel, je pense qu'on s'est coupé justement de cette écoute émotionnelle. J'ai en parlé tout à l'heure de la notion d'émotion. Donc, c'est comment réapprendre à écouter ça. D'ailleurs, le focusing de la relation intérieure, c'est vraiment ça. C'est comment je me remets en lien avec ce qui se passe en moi. Et parce que, en fait, ce qui vient de m'interpeller de l'extérieur, c'est souvent un reflet de ce que je génère. C'est-à-dire que le monde, on peut le critiquer, mais le monde, c'est nous qui le créons. Il est composé de l'ensemble de nos agissements, de nos comportements. Donc ça, c'est les deux premières valeurs. Après, il y a la curiosité, c'est-à-dire la curiosité donc on sort là aussi de cet ethnocentrisme. Hein, la curiosité, c'est qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Donc c'est vraiment cette capacité à se décentrer et à considérer les autres, qu'ils soient humains ou non humains, comme des égaux. Alors, des égaux, pas dans le sens évidemment, je ne suis pas comme une tortue ou comme un hérisson, mais comme en tout cas d'envisager que leur point de vue et que leur vécu, il est aussi valable que le mien et que je ne suis pas prioritaire en fait à cet endroit-là. Alors, j'ai bien conscience que ce n'est pas évident, hein, que si je vois un ver de terre ou un moustique, j'aime beaucoup les moustiques, j'essaye de ne pas les tuer quand même, mais en tout cas de sortir de mon petit moi, comme quoi c'est moi la personne et la chose la plus importante, donc c'est valable avec les autres humains aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que j'ai vraiment pu expérimenter ça, je reviens au focusing, qui est vraiment une approche d'écoute émotionnelle, mais de l'émotionnel dans le corps. Et c'est comment, en fait, tout ce qui vibre dans mon corps me dit quelque chose, comment tous les mal-être que j'ai me disent quelque chose. Donc, c'est aussi cette reconnexion dans les valeurs, à notre connexion collective, c'est une reconnexion au mouvement du corps, émotion, ce qui me met en mouvement, et en réapprenant ce langage-là, de pouvoir revenir en lien avec tout le vivant, humain et non humain. Et en étant, en fait, en développant cette écoute de ce qui est blessé en moi, ça me permet en fait d'aller à la rencontre de l'autre, parce que si moi, ce qui se passe, qui me fait me fermer, c'est parce qu'il y a des blessures, ben certainement chez l'autre, c'est la même chose. Donc, à partir de là, je peux élargir, on revient à la curiosité, qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Ça me permet aussi de voir que souvent, ce sont mes peurs qui sont aux commandes. Et quand j'en suis consciente, ben, c'est plus facile de m'apaiser, c'est-à-dire j'accueille ces peurs, je ne suis pas quelqu'un de plus fort que les autres, c'est juste je suis plus consciente des mouvements intérieurs, hein, et ça me permet d'être moins en réaction. Hein, je suis quand même en réaction, mais moins. Et puis du coup, voilà, ce que je disais, ça amène du respect, de la tolérance pour l'autre, puisque ce que je vis moi, l'autre le vit certainement aussi d'une autre manière. Donc c'est voilà, une autre valeur, sortir le plus possible du jugement de soi et de l'autre, toujours, hein, c'est toujours un aller-retour. Hein. Et pour moi, c'est ça qui crée l'ouverture, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je parlais d'ouverture du cœur, mais quand on a peur, ben, on n'a juste pas envie de l'ouvrir, parce qu'on a peur d'être blessé, et c'est des fois des vécus. Mais par contre, quand je vois les mécanismes qui sont en route chez moi, qui sont en route chez l'autre, je peux peut-être envisager de réouvrir ce cœur et de m'autoriser à le refermer quand c'est trop dur,
Voilà. Et en tout cas, c'est à cet endroit que ma reconnexion à l'autre et la reconnexion collective peut se faire chez moi. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour moi un travail personnel de connaissance de moi pour aller vers l'autre. Voilà, donc c'est ça, c'est des allers-retours, mais la valeur, c'est ça. Et puis l'humilité aussi, c'est-à-dire de dire que je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas toute la vérité, j'ai qu'une partie de la vérité. Ouais, ça, justement, je trouve la fin de ton intervention tout à fait salutaire par rapport à ce que je voulais évoquer. Peut-être que tu couper le son, tu sais, vraiment... Dis-moi. J'ai le retour. Ok. Pardon. Je disais au niveau de la vérité, on s'est trouvé lors justement des interventions qu'on a eues pour Adaptation radicale, pour l'archipel du vivant ou dans nos discussions, à nous rendre compte qu'on avait chacun notre façon de voir les choses, tout simplement. Hein. On a des sensibilités, on a des vécus qui sont qui sont ancrés en nous, en fait. Et justement, tu dis toi-même que quand tu te commences à te connaître, que tu as pris le temps de décrypter certaines blessures, etc., on arrive du coup à capter les moments de crispation, même si on n'arrive pas à les dépasser, hein, quelquefois on n'y arrive jamais, mais on essaye. C'est-à-dire qu'au lieu de se fermer automatiquement, quelquefois on met un certain temps et à ce moment-là, on peut encore communiquer. Lors de la crise du Covid, on a vu toutes ces fermetures en fait successives avec des gens on ne pensait absolument pas que ça arriverait, beaucoup de jugements, justement, comme tu le disais, en disant, en fait, c'était la peur de mourir, hein, c'était cette peur de mourir, de quelque chose qu'on ne connaissait pas, la peur de l'autre qui, du coup, pouvait nous donner la mort, la peur de, voilà, tout ça, et en fait, on l'a géré comme on a pu, toutes et tous. Et c'est vrai que la gestion qui en a été faite a été sur cette peur, tout a été basé sur cette peur. Donc, sortir de là, sortir de ce confinement qui n'était pas qu'un confinement physique, hein, c'était un confinement des pensées, on n'avait pas le droit de dire qu'on n'était pas d'accord, c'est très compliqué. Aujourd'hui, ça s'ouvre un peu, mais on sent bien qu'il s'est joué des choses, notamment dans les familles. Hein. On peut toutes et tous discuter avec des gens qui ont eu des clashs, qui ont eu des fâcheries, des blessures qui sont dues à des incompréhensions, des problèmes d'écoute aussi, parce qu'on ne peut plus écouter quand on a trop peur. On est dans sa réaction, justement. Donc, très intéressant ce cheminement, très intéressant ce cheminement qui n'est pas rapide, qui est long, qui passe des fois par des impasses, même si elles nous apprennent aussi, hein, les impasses, mais surtout toutes celles et ceux qui peut-être nous écouteront, ce qu'on voulait dire avec Catherine et qu'on a essayé de communiquer à différents endroits, c'est de dire, même si vous êtes loin de dans ce chemin, même si vous êtes au début, soyez sûr qu'il y a des gens qui sont là aussi pour vous écouter quand vous en avez besoin et qu'il n'y a personne qui juge personne. C'est-à-dire que les effondrements, alors les mots étaient importants au départ parce qu'il fallait faire un électrochoc et il y avait besoin d'une vraie prise de conscience et je ne sais pas si elle a eu lieu, hein, mais en tout cas, il fallait qu'il se passe quelque chose et la violence des mots a permis une réaction. Et l'éco-anxiété qui commençait a pris malheureusement, entre guillemets, de l'ampleur, mais parce que c'est un réalisme, hein, c'est du pragmatisme, justement. Il ne se passe dans la nature que des choses qui sont inquiétantes. Nous vivons aujourd'hui avec tous les incendies, avec tout ce que tout le monde sait. Et du coup, voilà, tu fais ton chemin, tu pars du commerce et tu continues en fait à essayer d'en vivre, hein, puisque tu accueilles des... Mais alors, toujours par le prisme de la reconnexion justement à l'autre, que la personne qui va participer soit complètement consciente que toi, tu vas accompagner, tu ne vas pas donner... comme un magazine qui dit alors il faut faire en petit 1, on fait ça en petit 2. Comme on voit un petit peu dans les magazines féminins, c'est très triste parce que justement la solution elle est en nous et d'autres sont là pour nous aider à aller fouiller peut-être à un endroit où on n'avait pas regardé. Voilà, c'est ça. Et on gratte mais gentiment, sans faire mal.
Et du coup, alors voilà, si tu pouvais nous donner le cadre, l'idée de ton livre, comment c'est venu, qu'est-ce qui a émergé en toi pour une sorte d'urgence, tu vas nous l'expliquer un petit peu si tu veux bien. Ouais. Alors, enfin, c'est comme une synthèse, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu d'idée de ce livre, en fait. Il y a eu ce cheminement d'une vie, hein, enfin, en tout cas d'une vie jusqu'à maintenant, même si elle n'est pas finie. Et puis, il y a eu ces rencontres, l'adaptation radicale, tous ces réseaux qui se sont créés, ces lectures, en fait, qui ont suivi aussi avec le MOOC des Colibris, tous les livres que j'ai pu lire. Je me rappelle aussi celui que tu m'avais conseiller, Les Furtifs, enfin voilà, tout ce fouillis d'idées. Et puis avec le travail qui relie, où j'ai décidé de commencer à faciliter, je me suis inscrite sur un laboratoire, en fait, un laboratoire travail qui relie et pleine conscience. Et en fait, je participais dans le cadre de ce laboratoire et dans l'initiatrice de ce laboratoire et une partie des participants, ils sont actifs ou font partie du village des Pruniers. Et le village des Pruniers, c'est un village qui a été créé par Thich Nhat Hanh, qui était un moine bouddhiste vietnamien, qui a été militant pour la paix et qui a passé une grande partie de sa vie en France suite à son exil en 1966 pour ses prises de position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Et en fait, en janvier là, de cette année, hein, le 22 janvier 2022, alors qu'on commençait on faisait une rencontre dans le cadre de ce laboratoire, eh ben, on apprend son décès. Et effectivement, une partie des personnes, enfin toutes les personnes qui faisaient partie du village des Pruniers connaissent cet homme, c'est un maître spirituel pour ces personnes. Et donc, la rencontre est annulée pour qu'elles puissent participer aux cérémonies. Et donc, moi, on devait faire une médiation terre. Je travaille la terre. Et avant en début de rencontre, plusieurs personnes s'expriment sur ce qu'elles avaient connu de Thich Nhat Hanh. Et il y en a une qui dit, en fait, une de ses proches lui avait demandé quand est-ce qu'il allait mourir, puisqu'il était en fin de vie, il avait pu rentrer quand même dans son pays pour finir ses jours. Et lui répond, en fait, je mourrai quand il y aura suffisamment d'éveillés. Et alors là, ça m'a fait un truc, comme un déclic, quoi. Alors, j'étais déjà dans l'idée des récits, de changer les récits. Et là, mais ça a été vraiment en sculptant. Je dis, mais aussi, j'ai envie de contribuer à cet endroit-là, en fait. J'ai envie de sortir des récits dystopiques dans lesquels j'ai été nourrie, hein, parce que moi, je les ai tous lus, 1984, Le meilleur des mondes, Bienvenue à Bataka, Globalia, enfin, tous ces récits qui nous montrent un monde futur et que je vois quelque part se réaliser. Et je suis persuadée que notre pensée, elle est créatrice. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tout le monde imagine, ça finit par se mettre dans la matière. Donc, je dis, bon, si je veux contrebalancer ça quelque part, très modestement, alors là, j'ai complètement d'humilité. J'ai dit, je vais écrire aussi mon histoire. Voilà. Et donc, c'était le 22 janvier 2022. Donc, je démarre ce récit. Et alors là, c'était, voilà, j'avais envie de porter une vision positive dans laquelle les gens puissent se projeter, mais en étant quand même réaliste. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas eu l'idée avant, mais c'est comme s'il était déjà là. Et ce qui a été assez magique, c'est que en fait, au fur et à mesure que j'écrivais, je me suis évidemment basée en fait sur je suis partie en fait du début du récit démarre entre guillemets du contexte tendu qu'on vient de vivre, hein, avec les confinements, la vaccination, etc. Mais j'ai voulu imaginer quand même un récit qui soit dans lesquels les lecteurs puissent se projeter. Donc, en fait, j'ai fait une projection dans 24 ans, en imaginant l'évolution possible si on changeait vraiment tout d'un coup, avec évidemment des choses pas sympas hein, pour nous y amener. Voilà. Et donc, le conte s'achève en 2046, pardon. Voilà. Et puis, comme je voulais absolument qu'il soit fini avant les élections, je me suis fixé l'objectif très modeste de l'écrire en 1 mois.
Et puis, je voulais le finir le 22/2/2022 parce que symboliquement, 22/2/2022, c'était, voilà, il est décédé le 22 janvier 2022. Je voulais qu'il soit fini le 22/2/2022 pour donner le plus de chances possible pour que tout ou partie se réalise. Voilà. Et ce qui a été magique, c'est qu'en fait, c'est comme si tout s'articulait tout seul, quoi. La nuit, j'avais l'articulation des chapitres qui émergeaient, qui s'articulaient. Le jour, j'écrivais 6 heures par jour. Donc, inutile de dire que pendant un mois, je n'ai pas beaucoup dormi. C'était l'effervescence intérieure, comme un gros feu d'artifice. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai signé à la fois Catherine Rivera, mon nom et prénom, et Iria Chanterève, qui est en fait l'anagramme de mon nom et mon prénom. C'est un de mes personnages. Voilà, c'est mon homonyme, c'est mon inspiratrice, ma muse intérieure. Voilà. Merci. Un truc un peu Franchement, je pense que il y a dans ce livre, alors bon, moi je l'ai lu, donc je suis pleine de ce livre, même si ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc j'ai presque envie de le relire quand on en reparle. Ce que je trouve intéressant, c'est justement parce que quand on parlait des circonstances qui ont fait que ce livre a émergé, mais en même temps, il était en toi. Et est-ce que on pourrait parler des personnages, par exemple, dans ton livre? Les personnages, pour moi, ils font référence à certaines caractéristiques des personnes que j'ai pu rencontrer, notamment voilà, l'idée que chacun puisse éventuellement s'identifier l'un à l'autre. Moi, je peux m'identifier à une telle, un tel, et justement, ça permet d'avoir pas une vision de gens, par exemple, très éclairés sur les effondrements, une vision de gens... Non, pas du tout. Tout le monde peut prendre ce livre et se retrouver dans certains des personnages. Est-ce que tu veux bien m'en parler? Alors, paradoxalement, il y a à la fois peu de personnages principaux et en même temps beaucoup de personnages. Parce qu'il y a d'abord la narratrice principale, Iria. Donc, Iria, c'est un peu moi, que j'ai nommée Elfe des mémoires. Elle a 78 ans, voilà. Et elle parle de son vécu, en fait, de la période chaotique que nous vivons actuellement et comment notre civilisation consumériste s'est effondrée, puis comment un monde plus juste, plus équilibré, plus respectueux du vivant a pu se reconstruire. Et puis, il y a 3 autres elfes des mémoires. Il y a Titi, Palia, qui sont âgés, qui sont aussi âgés qu'elle, enfin, qui ont à peu près son âge, mais qui ne vivaient pas au même endroit, en fait, quand l'effondrement s'est passé. Il y en a un qui vivait en Bretagne, l'autre en Suisse. Et puis après, il y a Lenzo, qui lui avait 1 an au moment de l'effondrement, et donc qui a lui son vécu en grandissant, et puis le point de vue aussi de ses parents. Voilà, donc en fait, l'idée avec ces 4 narrateurs, on va dire, c'est qu'ils offrent chacun leur vécu, leur point de vue complémentaire de l'histoire. Donc ça, c'est pour les personnages principaux. Et après, en fait, au fur et à mesure des histoires, il y a aussi les récits et témoignages d'autres humains qui sont de conditions, de cultures différentes et qui vivent aux 4 coins du globe et qui partagent leur vécu et leurs réflexions au fur et à mesure des années de reconstruction. Donc pour moi, ça c'est important parce que voilà, j'ai quand même essayé là de trouver des personnes de tous les univers. J'ai fait pas mal de recherches aussi sur Internet pour que ce soit appuyé sur des faits réels, quoi. Enfin sur des faits réels. Voilà, là, c'est pas mon imaginaire. Il y a pas mal de références d'ailleurs dans mon livre qui peuvent être vérifiées. Donc ça, c'était important aussi d'avoir des points de vue donc de personnes de cultures différentes, de sexes différents. Et puis les autres récitants, en fait, là, c'est des non-humains. Il y a aussi des témoignages de non-humains. Et alors ça, c'est vraiment complètement inspiré du travail qui relie, puisqu'en fait, dans la spirale du travail qui relie, il y a 4 étapes. La 3e étant le changer de regard, donc vraiment sortir de cet anthropocentrisme et imaginer ce que peuvent vivre ces non-humains. Et ce que j'ai voulu y mettre, c'est pas juste de la critique, c'est de dire oh là, tout va mal, mais c'est aussi quels conseils ils pourraient nous donner pour nous aider au changement de cap, c'est-à-dire leurs conseils pour nous aider, nous humains. Voilà, et le travail qui relie, c'est inspiré par l'éco-psychologue et militante pour la paix et la justice sociale. Elle est américaine, hein, elle a 93 ans aujourd'hui, hein, elle est encore en vie. Et ça fait 40 ans qu'elle œuvre à ce changement de société
Voilà. Et voilà, donc en tout cas, le travail qui relie, ça soutient vraiment la trame de ce livre, avec ses différents personnages, ses changements de regard, le fait de ne pas accorder la parole que aux humains. Et puis, il y a aussi, là, comme trame, les 4 R de l'adaptation radicale, la résilience, le renoncement, la restauration et la réconciliation. Et puis, des R que j'ai rajoutés au fil du récit, mais je ne vais pas tous les donner parce que sinon, il n'y aura plus rien à découvrir les lecteurs éventuels. Voilà. Et puis surtout, les plus importants, pour moi, à mes yeux, c'est les enfants. Les enfants qui écoutent, qui interrogent et qui essayent de comprendre comment une société aussi destructrice a pu exister. Voilà, et donc en fait, c'est l'interaction entre les témoins et puis les enfants qui vivent là maintenant, enfin qui vivent en 2046, voilà, qui n'ont pas vécu cet effondrement, mais qui sont maintenant là et qui essayent de saisir l'essence de ce qui était en vivant quelque chose de complètement différent et de bien plus porteur. Et justement, il y a cette idée de spiritualité, pardon, qui est souvent mal comprise et je dirais même source d'ambiguïté ou même de friction quelquefois. Nous en avons toutes les deux connues, pas entre nous, hein, mais voilà. L'idée, voilà, la spiritualité, le sacré, ces notions-là qui, en fait, de trucs, quelque chose qui est au-dessus de nous, au-dessus de notre condition humaine, qu'on peut nommer pour certains, c'est une spiritualité qui est religieuse, hein, pour certains. Et nous, ben non, c'est plus une spiritualité qui est de la conscience d'un tout, en fait, avec la conscience de quelque chose, voilà, de plus grand que nous, qu'on apprivoise chacune et chacun à travers ben voilà, nos expériences. Cette idée, en fait, de se regrouper pour quelque chose qui est plus grand que nous, ça fait sens et ça fait collectif. Et du coup, dans ton ouvrage, il y a vraiment ces notions-là de regroupement autour du spirituel. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, oui, bah, oui, ouais, pour moi, il était vraiment important dans ce livre de sortir, je reviens encore une fois, hein, de notre vision anthroposanté qui est très présente et active dans nos pays occidentaux. Et vraiment aussi, voilà, en dehors de tout aspect religieux, moi, je n'ai pas du tout une éducation dans la religion, mais j'expérimente chaque jour que je suis totalement interdépendante, dépendante de tout ce qui est dans le monde. Je suis séparée de strictement rien. L'air que je respire, ça circule partout. Les aliments que je mange, ils sont là parce qu'il y a eu le soleil, la pluie, l'air, la terre, le ver de terre pour aérer la terre, l'abeille pour polliniser, un autre humain pour le cultiver, un autre pour le transporter, si ce n'est pas moi qui ai cultivé. Voilà, je peux donner une infinité d'exemples. Et Thich Nhat Hanh appelle ça l'inter-être, c'est la notion d'inter-être, c'est-à-dire et là, je n'ai pas besoin de croire en Dieu pour reconnaître ça. Enfin, je veux dire, c'est de l'expérimentation. On peut pas, voilà, moi, je l'expérimente au quotidien, quoi. Donc, pour moi, c'était cette notion, voilà, justement, c'est pas, je pourrais appeler ça autrement que spiritualité. Oui, c'est comme tu dis, c'est quelque chose de plus grand qui me dépasse et qui fait que je fais partie, en fait, de la toile du vivant, de cet ensemble, et que seule, je peux tout simplement pas survivre. J'ai pas seulement besoin des autres humains, mais j'ai aussi besoin de l'ensemble des non-humains, les végétaux, les animaux, les minéraux, les éléments. Et puis surtout, j'ai besoin de cette relation, non pas dans un rapport de domination, comme on s'est mis en place depuis des siècles, mais dans un rapport de coopération et de respect. Et j'aime bien d'ailleurs un des livres de Pablo Servigne, qui est moins connu que Comment tout peut s'effondrer, c'est L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est-à-dire de montrer comment, à un moment donné, dans cette coopération, finalement, on va beaucoup plus loin que si on est en compétition. Et puis surtout la conscience dans ce plus grand, en fait, que si je détruis cette relation, en fait, je me détruis moi-même. Et comme je ne suis pas masochiste, voilà. Et voilà. Et en fait, dans le livre, si je vais dans ce récit, c'est que quand l'humain se reconnaît à cette juste place, à sa juste place dans ce vivant, en fait, comme faisant partie d'un tout, que le miracle a lieu et que les naissances reprennent. C'est seulement à ce moment-là que la restauration, elle peut vraiment commencer, parce que l'homme reprend
son humilité, humble, la terre, et se remet à sa place. Ouais. Alors, tu as anticipé sur la question que je voulais te poser ensuite, mais c'est très bien parce que le lien du coup, se fait naturellement. Nous, en tant qu'humains, on a cette idée, cette volonté, cette matrice de la reproduction. Toutes les femmes, d'ailleurs, Lorraine Bastide, dans son podcast La Poudre, pose une question rituelle: comment vous entendez-vous avec votre utérus? Parce que justement, les femmes sont souvent soit assimilées à leur rôle de mère, soit au rôle qu'elles vont tenir en étant mère plus tard, soit en tant que femme de... Enfin, c'est très, très... Et pourtant, non. Et pourtant, non, en fait, les choses ne sont pas si simples aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, hein, déjà au niveau des capacités de reproduction de notre génération. Beaucoup de femmes ont du mal à tomber enceinte. Les spermatozoïdes sont assez peu vigoureux et peu nombreux. Des études sont menées, je ne sais pas du tout s'il y a En tout cas, il y a beaucoup de fauteurs de troubles, hein, les pesticides, la façon dont on s'alimente, les pollutions diverses et variées. Et voilà, donc tu poses entièrement la question de la natalité, tu la prends à bras-le-corps dans ton livre. C'est assez dur, je trouve, mais dur, bon, les choses le sont de toute façon, mais c'est une question qui est très difficile pour moi. Je suis maman de 2 enfants et c'est vraiment quelque chose qui me touche de façon très, très, très intime, cette question. Donc, je suppose voilà, que d'autres vont être touchés de la même façon. Et en même temps, quelque part, ton livre répond à l'interrogation, mais pourquoi? Parce que le mais pourquoi, tu peux le mettre de partout. Et même si tu ne donnes pas de réponse, il y a justement, en retrouvant le sens, on retrouve le sens de la vie. En retrouvant le sens de notre vie, le cours de la vie reprend son, son petit chemin. Est-ce que voilà, est-ce que j'ai interprété comme il faut et comment tu voyais les choses? Alors, j'ai envie de dire qu'en fait, c'est une fois de plus, je ne les voyais pas, puisque ça s'est écrit au fur et à mesure. Mais en tout cas, ça s'est imposé à moi. Voilà, c'est une question centrale, effectivement. Moi, j'accompagne des personnes en deuil, hein. J'ai accompagné des personnes en fin de vie. Donc, la mort enfin, la question de la mort, j'ai pu constater en accompagnant des personnes en fin de vie dans le deuil que c'est un tabou. Et je me rends compte qu'en fait, la natalité qui est liée, hein, à partir du moment où on est, on va mourir. Et la mort, c'est une naissance, ça peut être une naissance, hein, suivant Enfin, de toute façon, c'est la naissance à un autre état, parce que même si on se décompose, on va nourrir quelque chose, quoique même maintenant, on arrive à faire des cercueils étanches et à nous créer une cryogénèse, je sais plus comment, enfin, tu as compris. Cryogénèse, j'arrive même pas à le dire. Bon, enfin, voilà. En tout cas, je trouve que cette question de la natalité, c'est aussi un tabou que personne n'aborde réellement, quoi. On vit dans un monde fini, ça, il y en a plusieurs personnes qui l'ont dit. La population humaine ne cesse de croître en exerçant une pression de plus en plus forte sur le vivant. Les 50 dernières années, on a vu une perte de biodiversité sans précédent. On parle même d'une 6e extinction de masse. Les ressources de la Terre, elles sont exploitées sans mesure. Et cette année, à la mi-juin, on avait déjà utilisé les ressources que peut fournir la planète en 1 an. Donc, conclusion, on vit sur des réserves. On hypothèque aussi l'avenir des générations futures. Moi, j'ai envie de dire, j'ai la chance, je ne sais pas si c'est la chance, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas, heureusement, enfin, il y a un truc qui dit, j'ai pas ce souci, mais je vois mes nièces qui sont en âge d'avoir des enfants. Il y a une qui a décrété comme moi qu'elle n'en aurait pas, l'autre qui se pose la question, une autre qu'on a, mais avec des gros problèmes de santé derrière, enfin. Et enfin, qui était du coup pas du tout sûr de pouvoir en avoir, voilà. Et en fait, on hypothèque l'avenir des générations futures en partant du principe qu'on va trouver des solutions technologiques à nos dérives actuelles. Et effectivement, comme tu l'as dit, la raison d'être de toute espèce, ça tient au fait qu'elle donne la vie. Alors, il est possible, nous, nos générations, de demander aux générations futures de ne pas avoir d'enfants pour réparer les dégâts que nous, adultes, avons engendrés et qu'on continue à causer avec notre course à la consommation et à la privatisation du vivant. Donc, en fait, oui, c'était des questions. J'ai aucune réponse, mais voilà, du coup, j'ai décidé d'approcher cette problématique par l'autre porte. Qu'est-ce qui se passerait si d'un coup, les naissances s'arrêtaient?
Parce qu'effectivement, comme tu l'as souligné, avec nos modes de vie, les excès dans lesquels nous sommes, ça pourrait arriver. Les études, effectivement, j'en cite quelques-unes dans le livre, montrent une baisse importante de la fertilité des hommes et des femmes, avec tous les perturbateurs endocriniens, ce qu'on respire, voilà. Et dans ce cas, comment on réagirait, quoi? Est-ce que ce n'est pas l'électrochoc, finalement, dont on aurait besoin pour nous faire changer en profondeur? Donc, je n'ai pas de réponse non plus. Mais je vois que l'humain, il faut qu'il soit la tête dans le mur pour réagir. Donc, avec ce récit, cette façon d'aborder les choses, finalement de toucher, comme tu l'as dit, j'ai été touchée par cette perspective, quoi, en touchant à notre essence, de se dire, mais si l'humain disparaissait finalement tout simplement parce que les femmes, elles auraient perdu cette capacité à donner la vie. Voilà. Et je sais que c'est radical, hein, comme approche, mais je pense vraiment qu'on est à la croisée de choix de société et qu'il n'est plus l'heure d'hésiter dans le chemin à prendre. Et que si on a besoin d'électrochocs pour devenir sage, si je peux en créer un avec de toute façon une fin qui est positive, mais en tout cas en se disant, mais oui, est-ce qu'on n'a pas la capacité à agir à cet endroit? Et voilà, donc j'ai pris ça dans cet angle-là, sans avoir de réponse, mais en me disant que ça pourrait peut-être créer quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience radicale pour se dire que même si on ne le fait pas pour nous, on peut le faire pour les générations qui viennent, encore plus si on a des enfants. Justement, je me permets juste une petite parenthèse. Ce livre, non seulement est très très bien écrit, et ça, je te l'ai déjà dit, tu as une façon de jouer avec les mots, de les mettre en rythme qui est absolument formidable et plaisante, et c'est vraiment un régal. Mais c'est aussi très joyeux. Et je crois qu'on a tous besoin de joie, mais on n'a pas besoin de bisounours. Hein. C'est pas chouette ce qui arrive. Hein. Et on a besoin de joie malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, il nous faut nous mettre en action, justement. Et pour ça, le constat, même implacable, qui est devant nous, il faut qu'on puisse trouver quand même chacun dans nous, justement, assez de joie pour pouvoir continuer. Et si possible collectivement, et si possible en essayant d'aller vers un but qu'on se fixe chacun, hein, soi. Ça peut être déjà de continuer à vivre joyeusement, ça peut être une bonne chose. Et puis d'autres vont vouloir s'investir dans des associations, etc. Mais chacun fait ce qu'il peut. Et en tout cas, ce livre permet aussi de trouver de la joie. Et alors, je crois que le mot espoir, tu me connais, c'est vraiment un mot qui est compliqué pour moi, mais j'ai presque envie de l'utiliser pour ton livre. Hein. Il est porteur d'espérance et surtout, il est porteur de cette conviction qu'on est capable de se réinventer, qu'on est capable de faire des trucs formidables. On l'a fait. Hein, et en fait, on nous présente un peu une humanité complètement engluée dans des mécanismes morbides et quelque part suicidaires, alors qu'en fait, il y a plein de choses absolument extraordinaires qui sont possibles et qui ont déjà eu lieu et qui ont lieu. Donc, pour toi, par exemple, quels sont les progrès que tu vois, peut-être même récents, hein, que nous avons engendrés, qui sont importants et qui seront utiles pour pas qu'on recommence les mêmes erreurs qu'on a fait avant? Alors, j'ai d'abord envie de revenir sur cette notion d'espoir, hein, parce que Johanna Massy, ce qu'elle dit, c'est que quand il n'y a plus d'espoir, vient l'espérance. Donc, tu peux lâcher peut-être le mot espoir. Ça va, okay. Parce que le mot espoir, c'est le truc, j'ai de l'espoir, mais bon, ça va peut-être se faire. Alors que l'espérance, elle appelle ça l'espérance en mouvement. C'est voilà, l'espérance, c'est un mouvement vers. Voilà, donc oui, pour répondre sinon à ta question, les progrès, il y a plein de choses magnifiques qui sont en train de se passer. Et ce que je disais au début, l'humain, il est créateur pour le meilleur dans ce conte, mais parce qu'il y a eu l'électrochoc. Et aujourd'hui, je constate que le pire n'est pas si loin, mais qu'en fait, on a tout à fait la capacité, effectivement, à se réinventer dans et après l'épreuve. C'est comme si une initiation, moi, ce qui est monté dernièrement, c'est qu'en fait, c'est comme si l'humanité, aujourd'hui, on est dans notre crise d'adolescence et qu'on est en train de passer à la période
de jeune adulte, pas encore adulte, hein, mais jeune adulte. Donc pour ça, voilà, en tout cas, j'ai envie d'avoir, moi, cette espérance-là, et d'œuvrer en tout cas dans ce sens. Mais pour moi, vraiment, pour répondre à ta question, c'est que pour arriver vraiment dans ce changement, en fait, la première chose est d'admettre enfin que l'on a fait fausse route. Voilà. De reconnaître en toute humilité aussi notre responsabilité dans ce qui se passe, de reconnaître que quand nous détruisons la Terre, c'est notre humanité et nous-mêmes que nous détruisons. Donc déjà, pour moi, ça passe par cette reconnaissance, mais aussi par cette reconnaissance des choses magnifiques qu'on peut créer. Et là, j'en viens du coup à cette fameuse spirale du travail qui relie. La première étape, c'est s'ancrer dans la gratitude, c'est-à-dire de voir qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont belles, qui sont posées, et de s'appuyer sur aussi notre richesse et la beauté de ce que certains sont capables de créer pour ne pas sombrer dans une espèce d'effondrement, de dépression qui fait qu'à un moment donné, on n'aurait plus l'énergie de remonter en fait. Et puis je reviens au mot crise, on est en crise, mais en même temps le crise, c'est toujours ça, cette notion de deux mots, hein, c'est un effondrement et en même temps une opportunité. Et que quand on apprend à marcher, on se casse la gueule 3 fois et après on y arrive. Donc ça peut-être que en fait, en étant dans cette crise d'adolescence de l'humanité, on apprend de nos erreurs en espérant qu'effectivement il ne soit pas trop tard. Et puis je vois bien que pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, il est aussi important qu'on se sente faire partie d'un tout. Voilà, d'un tout qui mérite notre respect et notre attention. Donc c'est tout, voilà, je reviens un peu à ta question au début, une de tes questions de départ, c'est en étant dans cette reconnexion globale, en se faisant porteur, non pas de nous-mêmes, humains, moi toute seule en train de me renfermer dans mes peurs, mais en étant plus large. Ça, c'est déjà, je ne sais pas si je suis claire, mais enfin, c'est déjà pour moi une manière de ne pas recommencer les mêmes erreurs, c'est d'accepter qu'on fait partie d'un tout. Après, il est aussi important, je pense, de reconnaître que ce qui est perdu ne reviendra jamais. Voilà, et qu'on ne trouvera pas de solution dans le tout technologique. Voilà. Donc, plutôt que de dépenser des millions à réparer nos dégâts, on pourrait peut-être penser prévention un peu plus. Voilà, dans le sens de renoncer à nos excès en tout genre, ça ne coûte rien. Hein, j'aime bien la formule qui dit que la seule énergie propre, c'est celle qu'on ne dépense pas. Donc, on peut essayer tout le photovoltaïque, tout l'éolien qu'on veut, mais en fait, le mieux, c'est de déjà commencer à mieux isoler nos maisons, à moins consommer. Ça, c'est la simplicité volontaire qui est si chère à Pierre Rabhi. Voilà, donc ça, c'est important pour moi pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et puis, l'autre aspect aussi, je reviens à nouveau à Johanna Massy, mais c'est oser ressentir notre douleur pour le monde. C'est-à-dire que si on ose, en fait, parce que ce qu'elle dit, c'est que pourquoi beaucoup de gens n'œuvrent pas alors qu'ils voient ce qui se passe, c'est que ça fait tellement mal, on est tellement dans la sidération qu'on préfère nier ce qui se passe, ne pas ressentir, plutôt que d'aller à la rencontre de ça. Mais si on ose aller à la rencontre de cette douleur qu'on ressent réellement, on ne pourra plus faire acte de destruction parce que on se sentira réellement que ce qu'on est en train de détruire, c'est d'abord nous. Et on peut alors cesser la lutte parce que du coup, on se met au service d'une énergie qui non plus contre, c'est-à-dire on se bat contre en disant il y a les méchants, il y a les gentils, mais non, on se met au service d'un élan d'un élan qui nous porte. Et là, c'est un élan gai, joyeux. C'est la 4e étape, c'est aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un truc il faut arrêter ça, c'est pas bien. On est dans mais ça me donne envie d'y aller, quoi. Et c'est joyeux, là, c'est plus je renonce, entre guillemets, ou c'est le renoncement joyeux, c'est j'accepte de ne pas faire certaines choses parce que, en fait, mon élan, il est plutôt vers ça que contre ça, quoi. Voilà. Et ça demande d'aller rencontrer sa douleur, ses conflits intérieurs, oser les regarder en face pour plus les projeter sur l'autre non plus. Et puis, du coup, le travail de réconciliation avec soi-même, il se fait, et avec l'ensemble du vivant, et voilà. Mais toujours là, c'est facile ce que je dis, mais c'est vraiment la conscience que ça demande du temps.
Ça demande à nouveau cette notion d'humilité, de faire un pas après l'autre. On ne grimpe pas à la montagne en n'ayant pas fait le premier pas. Donc ça aussi, peut-être en revenant à ta proposition, pas recommencer les mêmes erreurs, c'est accepter qu'on a peut-être fait fausse route et se redonner le droit en fait de refaire des pas différents, mais un par un et pas tout d'un coup, parce que ça prendra du temps. Hein, ce qu'on a détruit, ça prendra du temps de le reconstruire. Du coup, il y a une question qui me vient, qui est liée, hein, c'est comment faire. On voit bien qu'on n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas tous au même niveau du chemin, on n'a pas tous fait la même démarche. Et puis, il y en a encore qui sont à 1000 à l'heure et qui consomment et qui n'arrivent plus à respirer, qui tombent malades, qui continuent et qui s'évertuent à nier, comme tu disais, et qui, en plus, peuvent être même agressifs vis-à-vis d'autres personnes qui, elles, font ce travail-là. Et pourtant, nous devons tous et toutes et tous vivre ensemble et avancer ensemble, coûte que coûte, on n'a pas le choix. Notre société ultra énergivore, consumériste, etc., a laissé plein de pays sur le côté du chemin et ils souffrent. Nous, on est blancs. La plupart du temps, ceux qui souffrent, ils sont plutôt noirs. Ils sont plutôt dans des contrées où ils ont été complètement oubliés de ce système-là. Et ils sont un peu l'usine du monde, hein, soit pour la Chine, ce soit pour les ressources minières dans d'autres endroits. Nous avons en fait, et je pense que là c'est quand même très très important de s'en rendre compte, nous avons profité notre bonheur entre guillemets bien sûr, notre confort en tout cas, était au détriment d'autres. Et le fait justement de ne pas recommencer les mêmes erreurs, il faut inclure tout le monde dans notre système. C'est-à-dire s'il est au détriment d'une partie du monde ou une partie du vivant, il est mauvais, il ne faut plus le retenir. Et c'est pour ça que l'idée de parler de réconciliation, c'est aussi accepter, comme tu disais, d'avoir fait des erreurs. On se réconcilie avec notre passé et on ne le gomme pas, mais on le prend en compte. On le prend en compte, on en tire les leçons, un peu comme on disait quand on était petit. Est-ce que tu as tiré les leçons de tes erreurs? Est-ce que tu as dit pardon? Mais tout ça, ça compte en fait. Ça compte. Et même, on peut se pardonner soi-même. Si on peut se dire, j'ai fait une erreur, mais je ne vais pas vivre avec ça sur les épaules toute la journée, toute ma vie. Je ne vais pas recommencer les mêmes erreurs parce que je vais me pardonner. De toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Et devant, c'est différent. Et pour que devant soit différent, voilà, il y a l'accueil, il y a l'inclusion. Et il y a aussi le fait que c'est pas grave de parler de ses sentiments. C'est un truc qui n'était pas du tout à la mode. Hein. C'était les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit d'être tristes, ils n'ont pas le droit de douter. Ils doivent être forts, grands, armés, enfin, mais tout, voilà, c'est ça. Mais ce sont des représentations qui sont encore extrêmement présentes, et notamment pour les hommes, c'est une grande, grande charge pour les hommes hein, de ne pas pouvoir pleurer, d'être obligés. D'ailleurs, des fois, ils s'enferment là-dedans. Et donc, cette idée de comment est-ce qu'on peut faire pour vivre avec toutes les personnes qui ne pensent pas comme nous et qui sont même quelquefois agressives avec nous, sans leur donner de leçons, parce qu'on a de leçons à donner à personne. Ouais, comment faire pour vivre ensemble avec toutes ces diversités de points de vue et de modes de vie? Ah oui, alors là, c'est vraiment la question certainement la plus difficile. Là. Dans la théorie, ça semble effectivement facile d'accueillir que chacun avance à son rythme. Dans la pratique, c'est bien plus difficile. Surtout quand on a un sentiment d'urgence, voilà, comme c'est actuellement. Mais je pense que réellement, là, pour ça, la première étape, en fait, c'est de faire son propre travail de transition intérieure. Déjà, moi, de mon expérience et des gens que j'accompagne là-dedans, déjà, ça apaise. Ça permet de voir, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le monde, en fait, il est constitué de l'ensemble des humains et c'est chaque humain qui fait que le monde est ce qu'il est. Donc, si chaque humain faisait ce travail, en fait, d'apaisement intérieur, il n'y aurait tout simplement plus de guerre. Voilà. Mais entre guillemets, c'est pas évident, puisqu'effectivement, comment on fait avec les personnes qui veulent pas. Mais donc, la deuxième étape, on va dire, après avoir fait ce travail, qui est un travail continu, hein, moi j'appelle ça, c'est le travail d'une vie, hein, ce travail de pardon de soi, de transition, parce que ça se fait pas du jour au lendemain en claquant des doigts. Hein. On a un passé, on a après, c'est se relier en fait avec d'autres personnes comme ce qu'on fait ensemble avec les tisserands, hein, puisque c'était le cercle qu'on avait créé,
de tisser du lien pour sortir du sentiment d'impuissance. Donc, c'est comme une construction, en fait, hein. On fait les fondations avec le travail intérieur, on fait ensemble avec le tissage avec l'extérieur, s'appuyer sur un socle, en fait, qui donne de l'énergie. Et puis, avec ces bases solides, je peux planter mes graines et garder la foi dans le fait que, en fait, ce que je vais faire fera des émules. C'est-à-dire que si je montre que mon système, la façon dont je vis, et c'est ce que je vois aujourd'hui, hein, moi j'ai fait le choix de devenir végétarienne, pas végane. Ben, dans ma famille, j'ai plusieurs personnes qui ont fait ce pas tous, hein, évidemment, hein, il y en a qui restent encore bien, voilà, mais il y a une partie. Euh, et puis oui, j'ai bien conscience que dans ça, si je montre l'exemple, ben, il y en a qui suivront et puis il y en a qui seront jamais en capacité. Mais si je commence pas à leur faire la guerre, en général, elles viendront pas me faire la guerre non plus. En général, je dis bien, hein, ça c'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, si je suis bien ancrée dans mes baskets, je suis plus dans cette tempête, en fait, dans laquelle on peut m'emmener. Et je peux, en me reliant des personnes qui œuvrent comme moi, faire corps de plus en plus, hein, c'est un peu le système de Solaris, en fait, dans ces cellules qui petit à petit font une trame qui est de plus en plus costaud et qui peut en fait garder le cap dans la tempête, on va dire. Voilà. Mais j'ai bien conscience effectivement que ça demande aux personnes qui sont sur le chemin d'une grande patience. Donc du coup, en travaillant sur soi, ben, cette patience, on acquiert. Et puis aussi de changer de regard sur l'autre. On est encore dans ce changement de regard. Par exemple, le geste que fait une personne qui, moi, me paraît rien, peut-être que pour elle, c'est déjà énorme. Et je le vois avec ma maman. Elle a 86 ans et elle fait des choses bah, là où elle est. Et si j'ai de la compassion et la conscience que ce qu'elle fait, c'est déjà énorme, mais déjà, je dégage de la paix et elle ne se sent pas jugée. Et donc, du coup, elle peut peut-être faire un pas de plus. Et puis, l'autre versant de ça, c'est de créer en fait des espaces d'échange, de rencontres où chacun peut exprimer ses peurs, ses besoins, pour qu'on avance à la fois ensemble et en respectant le rythme de chacun. C'est pas évident, ça demande du temps en fait. Et effectivement, on peut avoir ce sentiment d'urgence, mais si on est happé par ce sentiment d'urgence, finalement, on fait rien de bon non plus. On est juste dans le même énergie de combat et c'est ça qu'on veut plus. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon livre, je propose un mode opératoire qui pourrait permettre de créer ces espaces de réflexion, de réconciliation autour d'une compréhension mutuelle. Mais ça demande vraiment de faire confiance au temps long. Ça aussi, c'est une notion importante du travail qui relie. Et puis, rappelons-nous qu'à l'échelle de l'univers, l'homme n'est sur Terre que depuis 1 minute et l'homme moderne, entre guillemets, depuis 1 seconde. Voilà. Et puis, comme tu disais, moi, je vois aujourd'hui une infinité de mouvements qui se créent, qui échangent, qui inventent des nouvelles relations. Là, les derniers ateliers que j'ai facilités, c'était magique de voir la plus jeune avait 22 ans, le plus âgé 72, donc de voir de l'intergénérationnel qui est en train de se mettre en place. Alors, même si ce n'est pas facile, j'ai envie de faire confiance qu'à un moment donné, on sera suffisamment nombreux pour faire pencher la balance du côté de la vie et que si ce n'est pas le cas, ben, ça sera un cycle qui s'achèvera pour l'humain et puis ça donnera naissance à un nouveau cycle. Voilà, moi j'aime bien la phrase du philosophe Bernard de Fontenelle qui nous dit « Ne prenez pas la vie aussi au sérieux, de toute façon vous n'en sortirez pas vivant ». Voilà, donc on revient à l'humilité, on revient au faire confiance et puis on ne peut pas tout maîtriser. Donc si je pense que réellement la base, d'arrêter de juger l'autre et de ne pas être contre, mais d'aller vers ce qui me porte, pour moi, c'est la base. C'est la base. Et quand l'autre voit que je suis heureuse de faire ce que je veux, il a plus envie d'y aller que si je suis en train de lui donner des leçons et des coups de bâton. Voilà. Mais justement, tu vois, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai vu récemment là, des controverses sur les mouvements, comme quoi il y en a qui dérivent sectaires. Enfin, il faut absolument détruire tout le temps toute notion qui naît. Je rappelle que Solaris, me semble-t-il, ce sont des cellules vraiment un petit peu de partout et qu'il n'y a pas de gourou, hein. Donc, si certaines personnes s'engagent, elles le font en leur propre nom. Ne mélangeons pas tout. Adaptation radicale, c'est un mouvement qui a vraiment fait de belles choses et continuera à en faire, je l'espère.
Voilà, tous les mouvements sont des mouvements qui permettent des rencontres et qui font avancer les choses. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, j'ai le droit à chaque fois de parler et de dire ce que je pense. Et c'est ce qui est le plus important, en tout cas. J'ai le droit de me tromper aussi. Des fois, je dis des choses et puis je me suis trompée. Puis on dit on se trompe. Mais tous ces mouvements-là, plutôt que de les casser, participer à ces mouvements. Et si vous n'êtes pas d'accord, essayez, ben, je ne sais pas, de changer les choses. Mais plutôt que ce soit sur les réseaux sociaux, allez dans les cellules, allez dans les rencontres où des gens sûrement très sympathiques vous accueilleront. Et si vous êtes sceptique, vous êtes aussi les bienvenus. Et puis on discute et puis on réfléchit ensemble. Voilà. Alors j'ai envie de te demander, Catherine, pour terminer notre entrevue, quels sont tes projets, tes envies pour les temps qui viennent? Ouais, j'ai vraiment envie de revenir sur cette notion de cellule, effectivement, de Ah oui. confirmer ce que tu dis, c'est que de l'intérieur, c'est ce que chaque personne en fait. Donc, si on n'est pas d'accord avec ce qui s'y passe, on y va et puis on œuvre à ce que ce soit autrement. Voilà. Et sinon, mes projets, mes envies pour les temps à venir. Alors, alors là, c'est le sujet, c'est un autre sujet, ça. Bah, déjà, ma première envie, c'est que grâce à cet espace que tu m'offres aujourd'hui, bah, ce livre soit lu par suffisamment de personnes pour aider à contribuer à faire pencher la balance vers une société soutenable et gardienne du vivant, qu'il permette cet ouvrage des prises de conscience chez certaines et de leur donner l'élan de se mettre en route, même chacun à son niveau, c'est ça. Hein. J'espère qu'il donnera des clés d'action, de réflexion, qu'il multipliera les centièmes singes. Ça, c'est aussi un conte qui est à la fin du livre. Et puis, c'est pour ça que j'offre ce livre en format PDF. Il est téléchargeable gratuitement sur mon site. Si vous voulez vraiment l'avoir en format papier, on peut l'acheter. Mais voilà, en tout cas, j'en suis aujourd'hui à peu près 650 téléchargements. Donc, ça diffuse avec des super retours. Donc, je suis vraiment heureuse. Il y a aussi un espace sur mon site pour donner... que chacun puisse dire, ah bah tiens, moi je fais ci, moi je fais ça, pour montrer qu'on n'est pas tout seul. Voilà, et donc vraiment, c'est ça, quoi. Les projets, c'est déjà ça. Et puis merci encore une fois de créer cet espace. Et puis après, ben, je continue à m'investir dans différents collectifs qui œuvrent au changement de cap et de plus en plus dans le local, en fait. Je me rends compte que là, à côté de chez moi, finalement, j'ai commencé, c'est marrant, adaptation radicale, archipel du vivant, et puis finalement, oui, il y a des belles choses et c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. Et en même temps, je me rends compte que les réalités locales sont différentes et que de connaître les gens, de les toucher, de les voir en vrai, c'est ça qui va faire que l'élan, que ça va durer dans le temps. Donc voilà, continuer à œuvrer localement. Là, je suis bénévole dans une recyclerie. Il y a plein de projets de terres de convergence. Enfin, ça, c'est trop chouette avec des gens qui sont portés. Et là, ça fait du bien, ça me donne du boost pour continuer. Et puis, l'autre projet, ben, c'est que je viens de finir de participer à la construction de mon vélo solaire électrique que j'ai appelé le trike qui relie. Comme ça, je reste avec le mot TQR que j'ai seulement depuis 15 jours. Alors, je vends ma voiture quand même parce que c'est un petit budget pour ce projet un peu fou. C'est aussi un engagement écologique, éthique, politique, bon, que par moments, je regrette en disant comment tu vas faire cet hiver. Mais bon, en tout cas, ça va me permettre d'expérimenter un rythme de déplacement bien différent, une relation aux autres, parce que l'idée, c'est aussi d'aller à des rencontres et puis de pouvoir aller rencontrer les gens là où ils sont, les faire vivre la spirale du travail qui relie, les accompagner là où ils en sont. Et puis aussi de ce fameux collectif là des non-résistants du jardin partagé, le concept que j'ai créé dans mon livre Prophète hypothétique. Voilà, aller à la rencontre, être une ambassadrice au service des individus et des collectifs qui œuvrent au changement. Et puis un des derniers projets là qui est en train de se faire là, créer un jeu participatif et collaboratif qui permet justement de sensibiliser les gens aux enjeux écologiques, de leur donner l'envie de contribuer à une société plus en lien avec le vivant. Je pense que ça passe par là, c'est-à-dire ces espaces de rencontre. Ils ont besoin peut-être d'une trame qui permette aux gens, en fait, aux personnes qui sont intéressées, d'avoir déjà comme une trame construite qui le permettent d'y aller plus facilement. Donc, j'ai un peu ça dans la petite panière, là, dans ma tête. Et puis voilà, surtout aller à la rencontre d'autres enfants de la Terre, de jouer mon spectacle, Maya Nana, allumeuse de corps, de cœur, d'esprit et d'âme. Enfin voilà, j'ai beaucoup
tout un programme encore. En tout cas, Pas assez d'une vie pour tout faire. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Je cherche des lieux d'accueil pour me poser, faire des étapes quand je serai avec mon vélo. ah, mais oui, pourquoi pas, effectivement. Ça sera l'occasion de venir te voir en vrai. Avec grand plaisir. Je me permets de rappeler en fait comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre. Donc le livre de Catherine Rivera, Rivera, ça s'appelle La Révolutionnaire. Alors, l'accent sur le E, c'est parce que dans Révolution, il y a le rêve. Et dans Révolutionnaire, non, être. Parce que être en révolution, c'est aussi de se découvrir soi-même. Je trouve vraiment parfait ce titre, même s'il est long et qu'il est un peu lourd, on va dire, mais il est lourd de sens, justement. Donc, très bien. Et tu l'as. Ça s'appelle aussi, en fait, c'est sous, je ne sais plus comment on dit, enfin, il continue ce titre avec Prophète hypothétique du grand retournement. Et ça, je vous laisserai découvrir parce que je crois il ne faut pas trop en parler. La collection, c'est collection Futur Désirable. Donc, vous pouvez le trouver sur Internet. Moi, je l'ai acheté comme ça. Et sinon, sur ton site, alors comment s'appelle ton site, Catherine? Alors, c'est un peu long, comme je sais D'accord. toujours faire. Donc, le site, ça s'appelle prendre-soin-de soi tout attaché, DESOI.fr. Très bien. Et donc Donc, là-dessus, on peut ouais. trouver ton livre en PDF, c'est ça? Voilà, au format, il y a un espace où c'est marqué gratuit dans Oui. le pavé principal. Et donc, si on tape sur gratuit, enfin, il y a le livre et puis un parcours aussi qui s'appelle Ouverture du corps que j'offre aussi. C'est génial. Voilà, je vous le conseille parce que donc j'aime beaucoup lire. Hein, si vous me connaissez un petit peu, vous le savez. Mais et c'est pas parce que j'aime Catherine, parce que je pense que je l'aime, que je vous le conseille. C'est parce que c'est juste un excellent livre et que il faut savoir récompenser un travail qui est méritant et qui est salutaire. Donc je vous invite à l'acheter. Il coûte 19 € plus les frais de port. Et je ne pense pas que Catherine sera riche de ça, mais vous serez riche de l'avoir lu. Je vous remercie en tout cas. Catherine, je te remercie infiniment du temps que tu as accordé à cette rencontre. Je te souhaite plein d'aventures avec ton nouveau vélo solaire. Pas aussi chaotique que celle de samedi parce que tu as eu une petite aventure déconvenue, comme on dit. Et en tout cas, je vous souhaite à toutes et tous un très bel été en espérant que vous ne souffrez pas trop dans votre cœur ni dans votre corps et peut-être à une prochaine fois. Au revoir à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nadège, et puis merci à tous les auditeurs d'être là et de s'intéresser à ce changement de société qui appelle. Allez, au revoir. Au revoir à toutes et tous. Merci beaucoup.